on a parlé de la définition de la sécurité. Ça va pour tout le monde. Donc, on définit la sécurité comme l'absence de risque inacceptable. Hein? Vous vous souvenez des exemples donc qu'on a donnés. Ce qui est un risque inacceptable pour certains pourrait être acceptable pour d'autres. Donc, il y a un aspect là-dedans de variabilité. L'absence aussi du risque. C'est quoi l'absence du risque? Est-ce que c'est une absence réelle? Parce que le risque peut être là, mais que je ne sais pas qu'il existe. Hein? Donc, si je ne sais pas qu'il existe, pour moi, il est absent. N'est-ce pas? Donc, il y a toutes ces choses-là à prendre en considération quand on réfléchit à la sécurité. Pour que le risque existe, on doit avoir 4 choses présentes. Donc, d'abord, il doit y avoir un élément à risque. Donc, l'élément à risque, on représente ici par la lettre E. Donc, ça, c'est fondamental. Donc, on va analyser, on va regarder le risque, on va rechercher le risque, on va réfléchir au risque en fonction à un élément à risque. L'élément à risque, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est n'importe quoi qui a une valeur pour nous. Et on a dit, quand on réfléchissait à ce qu'est avoir de la valeur, on y va en fonction d'un concept qui est plutôt de nature économique, c'est-à-dire utilisé dans le domaine de l'économie, qui est quelque chose qui s'appelle l'utilité attendue. Donc, on s'intéresse à la valeur des choses en fonction de l'utilité que cet élément-là peut avoir pour nous. Quand je dis pour nous, je veux dire pour notre organisation. Parce qu'évidemment, un gestionnaire de risque, en général, fait une gestion de risque pour quelqu'un d'autre, pas pour lui. Je dis nous, là, mais c'est nous dans ce sens-là. Donc, un élément à risque qui a une utilité attendue, ça peut être n'importe quoi. Évidemment, nous, on se concentre sur le risque informationnel. Donc, le risque informationnel, c'est nécessairement lié à notre patrimoine informationnel. Le patrimoine informationnel, ça peut inclure toutes sortes de choses reliées à la gestion de l'information, les systèmes d'information, l'information elle-même qui a une valeur, mais aussi les processus d'affaires dans lesquels ces systèmes d'information-là interviennent, créent de la valeur, créent une valeur ajoutée, créent un avantage compétitif, contribuent à nos systèmes de production, contribuent à la production de on dirait en anglais nos outputs, donc les choses qui font partie de notre mission en tant qu'organisation. Donc, tous ces éléments-là, qui font donc partie de notre patrimoine informationnel, sont potentiellement des éléments à risque en gestion de risque informationnel. Donc, pour chacun de ces éléments à risque-là, on essaie de voir s'il y a la possibilité qu'il y ait un aléa. Donc, un aléa, c'est un peu ce vous avez peut-être dans d'autres cours appelé une menace, qu'on va ici aussi appeler des fois une menace. L'aléa est quelque chose, c'est un événement ou une séquence d'événements susceptible de réduire mon utilité attendue. Et la réduction de l'utilité attendue, on pourrait aussi appeler ça un impact, mais je préfère utiliser le terme dommage. Et je préfère toujours, parce qu'on est quand même dans un cours de 2e cycle, on va quand même essayer de se référer toujours à un cadre théorique. Plutôt que de parler d'impact, on va parler de dommage et on va toujours réfléchir au dommage comme la réduction d'utilité attendue. En général, quand on pense à un impact, on a tendance à penser à un impact financier. Nous, un impact, c'est pas nécessairement financier. Donc, par exemple, une perte de réputation d'un organisme, d'une organisation, d'une entreprise,
c'est que c'est un concept qui est difficilement qui peut difficilement être converti en données, en argent. Donc, alors que une réduction d'utilité attendue, c'est vrai qu'on va souvent, en bout de ligne, essayer de l'exprimer en argent, mais c'est un concept qui est plus facile à gérer. En tout cas, selon moi. Donc, pour que l'aléa puisse causer un dommage, ça prend un troisième élément qui est la vulnérabilité. La vulnérabilité, on va en parler un petit peu plus dans les prochaines semaines, mais en gros, la vulnérabilité, donc c'est une faiblesse, une faille, c'est quelque chose qui peut être exploité. Donc, si on pense c'était l'objectif de l'exercice, essayer de réfléchir, donc, de s'imaginer un système d'information. Hein, on a donné des exemples, si vous vous souvenez, la semaine dernière. On a donné l'exemple d'une panne de système informatique dans un hôpital. Donc, s'il y a une panne de système informatique dans un hôpital, donc il y a une vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est que donc l'événement, c'est la panne d'électricité. On est d'accord? Ça, c'est l'événement. On a dit que l'événement pouvait être une chose ou une séquence de choses. Donc, l'événement panne d'électricité, c'est pas un événement isolé. Donc, il y a un paquet de choses qui ont mené à ça, et il y a un certain nombre de choses donc qui fait que c'est problématique. La vulnérabilité, c'est évidemment que les systèmes d'information, dans ce cas-ci, on parle d'ordinateurs, de serveurs, ça fonctionne à l'électricité. Ça prend de l'électricité. Mais si on analyse comme il faut l'aléa, ben, on peut penser que, évidemment, dans ce cas-ci, il y a aussi des décisions qui ont mené au fait que la panne d'électricité est devenue un aléa. Parce que, à un moment donné, il y a eu des choix budgétaires qui ont été faits dans l'établissement de ne pas installer, par exemple, une génératrice pour les systèmes d'information. De ne pas mettre la salle des serveurs sur un système d'alimentation de sécurité, comme par exemple d'avoir une génératrice, d'avoir un UPS, une unité de puissance d'appoint, mais un UPS, c'est quelque chose qui va durer seulement quelques minutes. On parle d'une salle de serveurs qui pourrait avoir une dizaine de serveurs, par exemple. Disons qu'on parle d'un petit établissement de santé, là, une dizaine de serveurs, des équipements de réseau. Donc, tout ça, c'est dans une salle centralisée. Si on installe un système d'alimentation sur batterie, ce système d'alimentation-là, même avec beaucoup de batterie, va seulement pouvoir fonctionner juste assez longtemps pour fermer de façon élégante les serveurs, pour pas corrompre les bases de données. Parce que si on réussit à garder les serveurs allumés juste une 10 ou 15 minutes, ça va demander, avec tout l'équipement qu'il y aurait là, ça va demander une banque de batterie, ça va demander quelque chose qui est gros comme un congélateur de dépanneur, là, un gros congélateur de bière plein de batteries. Donc, pour pouvoir avoir plus que quelques minutes, il faut avoir un système d'alimentation, une génératrice. On parle d'une grosse génératrice qui serait probablement installée sur le toit ou dans la cour arrière de l'établissement, qui alimenterait un certain nombre de systèmes, etc. Donc, à un moment donné, il y a une décision qui a été prise, il y a des gestionnaires qui ont pris une décision que il y avait d'autres systèmes plus critiques. Disons que cet hôpital-là, peut-être qu'il y a une salle d'opération, il y a les soins intensifs. Bon, il y a plein de places où on pourrait avoir besoin d'alimentation de façon continue. Et on a peut-être fait le choix, pour toutes sortes de raisons, d'alimenter ces choses-là en parallèle, plutôt que d'alimenter, par exemple, des salles de système d'information. Et donc, dans ce cas-ci, donc, l'aléa, c'est toutes ces choses-là, mais le point tournant, le point de rupture de toute cette séquence d'événements-là, c'est la fameuse panne d'électricité. Donc, la panne d'électricité, l'aléa, la vulnérabilité, le fait que les ordinateurs doivent utiliser l'électricité, et le dommage réel ou potentiel, dans ce cas-ci, notre problème, le fait qu'on soit plus capable d'avoir accès à des dossiers patients. Hein, dans le cas,
on parlait d'un établissement de santé qui utilisait des dossiers de santé électronique. Même dans le cas d'un établissement qui aurait des dossiers papier, on pourrait penser qu'on a un index maître patient. Donc, pour trouver le numéro du dossier, pour trouver le dossier du patient, on a besoin de son numéro de dossier pour être capable de le retrouver dans notre système, même si c'est un système de dossier papier. Donc, dans ce cas-là, potentiellement, il y a un risque. On a dit qu'il y avait des éléments à tenir compte, dans ce cas-ci, le T et le S, c'est-à-dire le temps et l'espace. Donc, l'espace, on le définit, dans le cas de mon exemple, on le définit comme l'établissement de santé, donc ce lieu physique-là. Et le temps, dans ce cas-ci, les heures d'opération de l'établissement. Bon, si c'était un hôpital, par exemple, on est dans le 24/7. Un hôpital, ça ne ferme pas. Donc, dans l'exercice de la semaine passée, je vous demandais, essayez d'identifier, donc, des aléas potentiels. Donc, imaginez-vous un système d'information réel. C'est plus facile si on prend des exemples réels. Dans votre lieu de travail. Et utilisez le formulaire, donc, j'ai mis à votre disposition pour ça. Pensez à quelque chose qui pourrait affecter ce système-là. Ça pourrait être des genres de menaces qu'on pourrait avoir. On peut avoir plus. On pourrait avoir, bon, je donnais l'exemple de la panne d'électricité. Ça pourrait être un cybercriminel, un hacker qui veut faire un vol d'identité ou un vol de données. Ou il y a plein de choses, de scénarios potentiels. Et donc, pour chacun de ces scénarios potentiels-là, de ces choses potentielles-là, de ces aléas possibles-là, demandez-vous, est-ce que dans le cadre de mon système d'information, est-ce qu'il existe une vulnérabilité? Donc, est-ce qu'il y a quelque chose, par exemple, que si je pense à un hacker, y a-t-il quelque chose qu'un hacker pourrait exploiter pour rentrer dans mon système? Mon système, il est branché en réseau, il est branché à un accès Internet. Donc, mon accès Internet, il y a un firewall, mais le firewall, j'utilise un firewall, je sais pas moi, Cisco ou SharePoint, ou je sais pas c'est quoi la marque de firewall que vous pourriez utiliser, mais il y a nécessairement des vulnérabilités. La preuve, c'est que ce soit Cisco ou n'importe quel manufacturier, régulièrement, il va vous fournir des mises à jour, des patchs. Donc, s'il sort des patchs, c'est parce que nécessairement, il y a des vulnérabilités. Parce que s'il n'y a aucune vulnérabilité, il n'y aura pas de patch. Mais si le système d'information est branché à un réseau et que ce réseau-là, il y a des liens externes à des locaux physiques que vous contrôlez de façon absolue, nécessairement, il y a la possibilité d'avoir un certain nombre de vulnérabilités. Donc, est-ce que le hacker qui exploite une vulnérabilité réseau, qui lui donne un accès root à mon serveur, est-ce qu'il pourrait y avoir des dommages? C'était la troisième chose que je vous demandais sur laquelle je vous demandais de vous questionner. Est-ce qu'il pourrait y avoir des dommages? Donc, des dommages qui seraient une réduction de mon utilité attendue en fonction de mes objectifs de sécurité. On a dit, pour faire simple, que le DIC, disponibilité, intégrité, confidentialité, c'était mes objectifs de base, mais que ça pouvait aller évidemment bien au-delà de ça selon mon contexte. Disponibilité, intégrité, confidentialité, non-répudiation, contrôle des accès, contrôle de l'origine des données. Si on va dans le domaine de la santé, on peut aller même beaucoup au-delà de ça, des obligations éthiques, des obligations en matière de déontologie, parce qu'on a des professionnels, des infirmières, des médecins, des archivistes, toutes sortes de gens qui sont membres d'ordre professionnel, qui eux sont tenus par des codes de déontologie. Donc, dans chacun de ces cas-là, j'ai des obligations de nature déontologique. Donc, une perte de confidentialité d'un dossier patient pourrait amener une poursuite d'un patient contre son médecin parce qu'il a violé la relation privilégiée entre le médecin et le patient. Parce que les données personnelles qui sont contenues dans le dossier appartiennent au patient, ils appartiennent pas à l'hôpital, ils appartiennent pas au médecin non plus. Il a juste donné la permission au médecin d'avoir accès à ces données-là. Et donc, c'est lui donc qui va être le responsable de ça. C'est lui qui pourrait être poursuivi par le patient, en même temps que l'hôpital dans cet exemple-là. Donc, en fonction de mes objectifs de sécurité, y a-t-il une possibilité d'une réduction de l'utilité attendue? Donc, si je prends l'exemple de mon hacker, mon système réseau, il rentre dans le système, il détruit des données, détruire des données, donc c'est nuire à la disponibilité des données, puisque les données détruites sont plus disponibles, donc ça contrevient.
le fait que j'ai plus accès à mes données fait que le système d'information ne peut plus faire sa job. Si c'était, mettons, le cas d'un hôpital, pour, mettons, des patients qui pourraient mourir, ben, mourir, c'est une réduction d'utilité attendue. Hein, on en a parlé déjà. Évidemment, c'est probablement l'exemple ultime. Et c'est très difficile de donner une valeur à ça monétaire. Bon, les compagnies d'assurance le font, la SAAQ pour l'assurance automobile le font, la CSST le font, dans des contextes particuliers. Et bien, ils se sont donné des outils pour être capables de le faire. Nous, si c'est pertinent à nous, il faut se donner, nous aussi, des outils pour être capable de faire ça. Pour être en mesure de se donner des outils, ben, il faut réfléchir à tous ces triangles du risque-là. Donc, il faut essayer d'identifier dans un processus, puis c'est ça qu'on va parler ce soir quand on va parler de gestion de risque, de comment est-ce que je peux faire ça. Parce qu'évidemment, si on s'imagine tous les aléas possibles qui pourraient affecter notre organisation, on pourrait passer toute notre vie à faire de l'analyse de risque d'un système. Donc là, on est toujours dans les choses qu'on a discutées la semaine dernière. Donc, j'en ai une dernière. Donc, la semaine dernière, je vous ai présenté un début de formule sur la gestion de risque. On en a d'autres pseudo-formules. Si vous vous souvenez, la semaine dernière, on a parlé d'une très populaire qui est le risque est égal à la probabilité de quelque chose multiplié par l'impact. Comme je vous ai dit, c'est pas complètement mauvais, mais ce n'est pas non plus, ça reflète pas vraiment la réalité, parce qu'il manque beaucoup d'éléments à ça. Et que la réalité, c'est que souvent, quand on utilise cette formule-là, puis il y a beaucoup de monde qui l'utilise, dans les faits, on se trouve à surévaluer le risque de façon importante. Et c'est pas tellement crédible que si j'arrive avec un chiffre à mon employeur ou à mon client que le risque est de 10 millions, ben le client va te répondre, oui, mais gars, ça fait 5 ans que ce système-là il est en fonction, il n'est jamais rien arrivé. Puis là, toi, tu me dis, j'ai un risque de 10 millions, ben il est où mon risque de 10 millions? C'est correct, c'est pas nécessairement mauvais, mais c'est parce qu'il manque des éléments, puis nous, on va essayer, dans le contexte du cours, d'essayer d'aller comprendre c'est quoi les éléments qui manquent. Qu'est-ce qu'il fait? Pour essayer de s'éloigner de cette approche-là et d'essayer de se rapprocher un peu plus dans le cas des assurances, on a dit les gens il y a des gens dont c'est la spécialité d'essayer de faire des calculs pour arriver à identifier c'est quoi le risque. Ces gens-là, ça s'appelle des actuaires. Ils utilisent des formules qui sont très, très complexes. Il y a beaucoup plus que juste ça. Et donc, dans un début de réflexion, pour arriver à essayer de mettre des chiffres là-dessus, on a dit la semaine dernière, que le risque la formule devrait ressembler un petit peu plus à ça. Mais encore ici, on n'est pas dans les mathématiques. Tout ce qu'on dit ici, c'est que le risque, il est fonction d'un certain nombre de choses. Donc, le risque, il est fonction d'un élément à risque, et l'élément, donc E, qui a une utilité attendue pour une période de temps donnée dans un espace donné. L'espèce de symbole mu, là, grec, c'est représente l'utilité attendue. Le risque est fonction, donc, de l'élément à risque, de l'aléa et de la vulnérabilité dans un temps T, dans un espace S, et il est inversement proportionnel à la résilience. Donc, plus je suis résilient, plus le risque va être bas. Il y a un certain nombre de choses qui vont contribuer à ma résilience au niveau individuel, parce qu'il y a des individus dans l'organisation qui contribuent. Donc, les individus ont une résilience. Dans un contexte organisationnel en général, dans un contexte de système d'information en général, la sensibilisation des utilisateurs, de tous les utilisateurs, la formation de notre personnel informatique en matière de sécurité de l'information, ça, c'est des facteurs qui contribuent donc à la résilience. Donc, par une augmentation de la maturité en matière de sécurité de l'information, on contribue à la résilience. D'autres façons aussi qu'on peut contribuer à la résilience, c'est par des mécanismes. Des mécanismes de protection, des plans de relève, des plans de mesure, de continuité des affaires, de gestion des incidents. Tout ça, c'est des choses qui vont contribuer donc à ma résilience. Et donc, plus ces choses-là vont être élevées, plus mon risque, lui, il va diminuer. Donc, ça, c'est la formule donc à laquelle on est arrivé, avec laquelle on a terminé donc le cours la semaine dernière. Donc, ce soir, on va parler, dans la mesure du possible,
On va essayer donc de couvrir ce soir trois points. Le premier, c'est la perception et le lien entre la perception et le risque. Le deuxième, c'est la gestion du changement. Mais on s'intéresse à la gestion du changement et les liens avec la gestion de risque. J'ai dit tout à l'heure qu'une des finalités qu'on a en gestion de risque, c'est l'élaboration d'un projet de plan directeur qui va inclure donc des projets de déploiement de, je sais pas, d'antivirus, de différentes mesures, de différents mécanismes. Et que souvent, c'était refusé, mais même quand c'est pas refusé, si ça c'est accepté par l'organisation, mais il y a beaucoup de ces projets-là qui se rendent pas à terme. Et évidemment, une partie de notre travail comme professionnel va être essayer de mettre en place des projets qui ont plus de chances d'avoir du succès, c'est-à-dire d'être implantés. Donc, c'est important de comprendre la gestion du changement, puis il y a des liens donc à faire avec les aspects reliés au changement et au risque. Et finalement, on va, une fois qu'on aura parlé de tout ça, on va regarder comment est-ce qu'on peut tenir compte de ces différents aspects-là, donc dans nos processus de gestion de risque, et d'essayer de réfléchir à, au moins sur le plan théorique, c'est quoi la gestion de risque, c'est quoi les processus décisionnels, la façon dont s'organisent les décisions sur le risque. Donc, la perception. Il y a une différence entre la réalité vraie et la réalité telle que nous, individus, la percevons. Et cette différence-là, on peut s'en rendre compte à tous les jours, ou je devrais dire plus précisément à toutes les nuits, quand on rêve. Quand on rêve, on se crée une image d'une réalité. On se recrée une réalité dans laquelle les règles de la physique n'existent pas ou sont plutôt modifiées et tordues. Alors, la perception, c'est-à-dire, c'est un petit peu l'illustration de ça. Puis je trouvais que ça, c'était probablement une image qui représente très bien l'influence que peut avoir la perception sur la façon dont on voit le monde autour de nous. En gestion de risque, fondamentalement, on peut dire qu'il y a deux approches. Une approche scientifique et une approche non scientifique. L'approche scientifique, c'est une approche qui est basée sur les principes scientifiques, qui est basée sur l'analyse, qui est basée sur des données probantes, réelles, qu'on va accumuler et qui souvent sont des données historiques. Dans l'approche scientifique, on va utiliser des techniques issues de domaines comme la chimie, la physique, le génie, pour arriver à mesurer des choses de façon objective, sur la base de données réelles, fiables, quantifiables. Donc, on va vouloir, par exemple, si on veut y donner une valeur à quelque chose, être capable de mettre un chiffre, si vous voulez. Ça, c'est l'approche scientifique. Tout le reste, c'est du non-scientifique. Et le non-scientifique, ça, c'est basé sur l'expérience et l'intuition. Donc, si vous faites, par exemple, vous vous questionnez sur quels pourraient être les dommages causés par la réalisation d'un aléa particulier, puis vous répondez à ça, ben voici, c'est arrivé l'année passée. Hein? Et quand c'est arrivé, ben comme on a un journal, une journalisation, on a ce qu'on pourrait appeler un registre des incidents. Et dans notre registre des incidents, on a de façon diligente inscrit. Donc, quand il est arrivé tel incident, il y a eu tel équipement qui a dû être remplacé. Ça l'a coûté de temps. Ça nous a pris 5 heures pour faire récupérer la sauvegarde à partir de nos copies de sauvegarde. Donc, 5 heures de tel professionnel à tel salaire, tel coût. Ça nous a pris tel nombre d'heures donc pour réinstaller, avant de pouvoir remettre la sauvegarde, réinstaller le système d'exploitation, etc. Bon.
Puis là, je suis capable de mettre un coût à ça. Et donc, il y a eu tel coût au niveau de l'établissement. Il y a telle personne qui n'a pas pu travailler, qui ont dû reprendre, faire des heures supplémentaires pour reprendre un certain nombre de travail. On a perdu des ventes. Voici les montants. Ça, c'est un registre du risque. Donc ça, c'est quel genre d'approche, ça, ce registre-là? On est dans quoi ici? Si je tiens un registre comme ça, puis que diligemment, je note tout ce que je fais, j'inscris tout ce que je fais, puis je tiens ça, là, j'ai mon registre, là, ça remonte 10 ans en arrière. Puis 10 ans en arrière, là, j'ai tout ça, là, tous mes instants, tout est répertorié. Puis là, quand je vais faire mon analyse de risque, je vais me fier sur ça. Donc, vous avez tous bien répondu. Ça, c'est l'approche scientifique. Si j'ai pas ça, je suis nécessairement dans le non scientifique. Donc, je me base sur mon expérience. Je me base aussi sur mes intuitions. Et c'est là qu'on rentre dans le domaine de la culture. Donc, la culture dans le sens ethnographique du terme. Hein? Parce que nos perceptions, notre façon de voir le monde, nous vient de notre culture. Alors, imaginez-vous dans le contexte d'une organisation, là, c'est comme un gros village. Dans votre village, donc le village, c'est l'organisation. Dans votre village, il y a un paquet de petites tribus. On va reprendre encore, j'ai dit, j'utiliserai beaucoup l'exemple de la santé parce que c'est un exemple que je connais bien. C'est une place qui illustre bien cet aspect de tribu-là. Dans l'hôpital, on a la tribu des médecins, on a la tribu des infirmières, on a la tribu des administrateurs, puis on a la tribu des informaticiens. Tous ces gens-là, ils ont un rôle à jouer dans la réussite du village. Hein? Et tous ces gens-là contribuent donc au succès du village. Mais de temps en temps, il y a des petites chicanes entre les différentes tribus à l'intérieur du village. Et ça, c'est exactement la même chose que un chercheur qui s'appelle Malinowski, qui est allé explorer les îles du Pacifique au début du 20e siècle, puis qui arrivait sur une île, puis sur l'île, tu avais deux tribus. Tu avais la tribu des pêcheurs, puis tu avais la tribu des cultivateurs. La tribu des cultivateurs, ils faisaient des légumes, plantaient des légumes, cultivaient des légumes, toutes sortes de légumes. Et la tribu des pêcheurs, eux autres, ils allaient chercher le poisson. Mais la tribu des pêcheurs, des fois, ils avaient le goût de manger des patates avec leur poisson. Ou d'assaisonner avec des légumes. Ils échangeaient du poisson contre des légumes. La tribu des légumes, ça leur donnait accès à du poisson. La tribu des poissons, ça leur donnait accès à des légumes. Ça marchait bien, tout le monde s'entendait, c'était l'harmonie, tout le monde réussissait. Donc, dans l'écosystème fermé qui était l'île, tout le monde réussissait à être heureux, hein, puis à faire leurs petites affaires, puis à bien manger, puis à bien s'alimenter, puis à avoir une belle qualité de vie. Ben, dans notre tribu, que ce soit mon hôpital, mais que ce soit une banque, que ce soit des services publics comme Hydro-Québec ou une compagnie privée comme Bell ou une coopérative comme Desjardins, ben je retrouve ce même genre de petites tribus-là. Donc, dans ma tribu, j'ai tous ces petits groupes-là. Tous ces petits groupes-là, il est composé d'individus. Puis tous ces individus-là, ils ont une culture. Et ils font partie d'une culture, mais ils apportent quelque chose comme individus. Parce qu'on peut faire partie de plusieurs petites tribus en même temps. Donc, il existe une culture organisationnelle. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ça dans d'autres cours. La culture organisationnelle. Donc, cette culture-là vient affecter ma vision du monde, vient affecter la façon dont je comprends les choses, vient affecter comment je vais évaluer, comment je vais choisir mes aléas, comment je vais choisir mes vulnérabilités, comment je vais définir mes dommages. Tout ça, ça affecte la perception. Donc, le risque, il dépend de celui qui le perçoit. Donc, moi, comme membre de ma tribu à ma maison, puis comme membre de ma tribu au travail, quand je regarde le risque, la façon dont je le comprends, le risque, la façon dont je comprends les choses, c'est relié à ces aspects-là. Donc, puis comment que j'évalue le risque est nécessairement quand je suis dans une approche non scientifique, donc je me fie sur mon intuition puis sur ma perception des choses, ben nécessairement, ça va venir teinter ma vision. Le risque, c'est un construit social. Donc, on s'entend entre nous, en tant que membres de la tribu, on s'entend sur qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui n'est pas acceptable. Et donc, on se construit
ce phénomène-là, cet objet-là qui est le risque dans notre contexte à nous. Et ça, que l'on soit un expert ou un non-expert, tout le monde dans l'organisation a son mot à dire sur ce qui est le risque. Tout le monde contribue. J'ai mon directeur général de tout à l'heure ou mon président directeur général de mon entreprise, c'est pas un expert sur le risque, mais il a son mot à dire. Puis il contribue, lui, à se construire, là, à la construction de cet objet-là, donc, qui est le risque. Dans mon organisation, j'ai fondamentalement deux systèmes qui coexistent. Donc, d'un côté, donc, j'ai mon système, ce qu'on a dit structurel. Mon système structurel, c'est ce que moi, je me suis construit pour arriver à mes objectifs. Donc, j'ai des structures, c'est-à-dire un organigramme, si vous voulez, hein, une structure organisationnelle. J'ai une ou des stratégies d'affaires. Mes stratégies d'affaires qui sont liées à mes processus d'affaires. C'est-à-dire que pour mettre en œuvre ma stratégie, j'ai créé des processus d'affaires. Ces processus d'affaires-là viennent puiser dans mes structures. C'est-à-dire, je vais utiliser des gens qui font partie de mon organigramme et je vais leur attribuer à ces individus-là des rôles et des responsabilités. Je vais leur donner des choses à faire. En fonction de la structure, en fonction de mes processus d'affaires, dans le but d'arriver à mettre en œuvre ma stratégie. Pour être capable de faire tout ça, ben, je vais me donner aussi des outils technologiques. Technologie au sens large. Un marteau, c'est un outil technologique. Une machine, c'est un outil technologique. Mais évidemment, celui qui nous intéresse plus en risque informationnel, évidemment, ce sont les technologies de l'information. Mais ce n'est pas que ça. Donc, tous ces éléments structurels-là doivent être en place pour que l'organisation puisse non seulement fonctionner, mais prospérer. C'est-à-dire survivre à long terme. Et d'un autre côté, en plus de mon système structurel, ou ce qu'un autre auteur à l'air appelle le système socio-structurel, que vous avez ici à droite, j'ai aussi un système culturel. C'est-à-dire que mon organisation, les individus qui participent dans mon système socio-structurel, ce qu'on appelle ici les acteurs particuliers ou les agents, ou les personnes, les individus qui sont dans mon organisation, ben, eux, ils font partie d'une culture, et cette culture-là a un certain nombre de mythes, de valeurs, d'idéologies, qui sont partagées par les membres de la tribu. Donc, en tant que membre d'une tribu, je partage un certain nombre de valeurs. Et donc, il y a un système culturel qui soutient et qui légitime le système socio-structurel. Et ces deux systèmes-là, culturel et socio-structurel, doivent être en équilibre entre les deux. Et quand on fait un changement à l'un, il faut qu'on fasse du changement dans l'autre. Et si on ne va pas affecter les deux, si on ne va pas jouer dans les deux, il va se créer un déséquilibre. Et quand il y a un déséquilibre, qu'est-ce qui se passe? Ben, la situation se rééquilibre. Dans un écosystème, dans la forêt, quand il y a trop de lapins qui mangent toutes les plantes qu'il y a, qu'est-ce qui va arriver? Il va y avoir une augmentation du nombre de renards, de la population de renards, et il va y avoir aussi, comme la quantité de nourriture va diminuer, il va y avoir de la mort des lapins. Donc, il va y avoir plus de renards parce qu'il y a plus de lapins. Les renards vont manger les lapins. Un moment donné, après un certain temps, il va y avoir trop de renards. Les renards vont mourir. Ben, ça va prendre un certain temps, mais il va se refaire un équilibre naturel dans l'écosystème. Évidemment, on le voit aujourd'hui avec les changements climatiques. Ça peut être brutal et ça peut être long, mais il va nécessairement, éventuellement, l'écosystème va se rééquilibrer. Dans l'organisation, c'est pareil. S'il y a un déséquilibre, si je viens changer la structure sans affecter le système culturel ou sans prendre en compte le système culturel, il va se créer un déséquilibre. Qu'est-ce qui va se passer? Le système va se rééquilibrer. Donc tout ça, ce système culturel-là, ce système socio-structurel-là, va avoir un impact, donc, au niveau de la perception, va avoir un impact, donc, sur le risque. L'autre chose qui va venir affecter la perception, c'est le cadrage, le problème de cadrage. C'est-à-dire la façon dont on vous présente le risque, la façon dont il est présenté, la mise en situation qu'on vous donne, va avoir une influence sur la construction du risque. Si vous arrivez, vous faites une analyse de risque, vous allez interviewer des gens, vous leur posez des questions,
ben, si vous pouvez, non seulement vous pouvez, mais vous allez les influencer seulement dans la façon dont vous posez les questions. Ça va avoir une influence sur les réponses. Parce que personne n'est vraiment neutre. Quand on est dans le domaine de la perception, quand on est dans le domaine de la subjectivité, il n'y a rien qui est neutre. Donc, il y a tout un ensemble de biais qui viennent affecter les décideurs, qui viennent affecter les individus qui sont impliqués dans les décisions sous risque. Ici, je vous en mentionne quelques-unes de mes favorites personnelles. La liste, qui évidemment, pourrait être beaucoup plus longue que ça, mais je vous dirais que ça, c'est ceux que moi, je considère qui ont le plus d'influence. Donc, les paralogistes, c'est-à-dire des erreurs de raisonnement. Des gens qui, carrément, qui comprennent pas la problématique ou qui ont une idée faite d'avance et qui se basent sur leurs idées préconçues et qui sont fausses. Les dissonances cognitives sont une de mes favorites. Les dissonances cognitives, ben, imaginez par exemple que un gestionnaire de risque est un toxicomane. Quelqu'un qui est un consommateur, par exemple, même juste du cannabis, mais ça pourrait être de la cocaïne ou d'autres drogues, c'est nécessairement quelqu'un dont le jugement va être affecté, ou l'alcool d'ailleurs. Hein, je sais pas, quelqu'un qui prend un verre de vin en soupant, là. Pour un homme, je pense que c'est quoi? C'est 15 verres d'alcool par semaine. Je pense qu'il est la quantité maximale recommandée. Je vous parle plutôt de quelqu'un qui prend une bouteille de vin par jour là, au souper. À tous les soirs, ou le midi même, qui prend une demi-bouteille de vin le midi, puis une demi-bouteille de vin le soir à la maison. Ben, la demi-bouteille de vin le midi, fait que quand il va rentrer au bureau dans l'après-midi, il risque d'être affecté par ça. Mais les autres drogues, cocaïne, héroïne, même cannabis, ont des effets sur le cerveau, on le sait. Donc, ça l'affecte la mémoire à court terme, ça l'affecte plein de choses, ça l'affecte vos décisions. C'est pas pour rien qu'on interdit de conduire sous l'influence de substances, parce que ça affecte votre gestion de risque, ça affecte votre processus décisionnel, ça affecte vos temps de réaction. Donc, ça peut être un exemple de cause de dissonance cognitive. Donc, est-ce qu'on devrait faire des tests de dépistage chez les gestionnaires de risque? Peut-être. Il y aurait lieu de faire des études, en tout cas scientifiques, pour voir si, effectivement, jusqu'à quel point ça peut avoir un impact. Sinon, on peut penser aussi à des gens qui ont été victimes d'un accident de la route, qui ont subi un dommage au cerveau, des lutteurs ou des sportifs, c'est joueurs de football. Quand je dis football, je veux dire football américain. On peut penser aussi donc à des gens qui souffrent de différentes formes d'autisme ou de troubles envahissants du développement ou de troubles de déficience intellectuelle légère. Donc ça, c'est toutes des causes de dissonance cognitive. Donc ça, c'est tous des gens dont le jugement est affecté. Ça ne veut pas dire que ces gens-là, ils n'ont pas leur place dans les organisations. Ça veut juste dire que c'est peut-être pas l'idéal pour quelqu'un qui est un gestionnaire de risque, qui prend des décisions dans une année. C'est tout ce que je dis. Mais encore là, c'est pas à moi de déterminer, mais c'est clair que ça a un impact sur la gestion de risque. Les heuristiques de jugement, les heuristiques, c'est des raccourcis qu'on se fait dans le cerveau, basés sur notre éducation, basés sur... donc, par exemple, si je vous dis 3 fois 3, ça fait 9. Est-ce que vous avez fait le calcul 3 fois 3? Non. Parce que vous avez développé un heuristique. Quand vous étiez jeune, à l'école, au primaire, on vous a fait apprendre mémoriser par cœur des tables de multiplication, qui fait que c'est devenu des heuristiques. C'est devenu une réaction. Si je vous demande 2 fois 2, 11 fois 11, hein, 121. Ben oui. C'est quand même plus compliqué, là. 3 fois 3, c'est facile, mais 11 fois 11, c'est plus compliqué. Mais vous l'avez appris par cœur. Vous avez appris probablement vos tables de multiplication au moins jusqu'à 12. C'est 12 plus 12. Comment? 144, exactement. Parce que ça, c'est des heuristiques. Ça se développe, ça, des heuristiques. Ben, moi, en tout cas, on apprenait les tables jusqu'à 12, par cœur. Ça se développe des heuristiques. Si tu regardes la formation des pilotes d'avion, c'est un pilote d'avion de militaire, là. Même pilote d'avion civil, commercial. C'est un métier à haut risque, ça. Tu mets ta vie en jeu, puis la vie de beaucoup de monde en jeu. Comment est-ce qu'on forme les pilotes d'avion? Entre autres, on leur fait faire de façon répétée ce qu'on appelle des touch and go, des atterrissages, décollages. On passait 3 jours, 3 semaines, 3 mois, 1 an, à juste
faire un circuit, décoller l'avion, aller faire un circuit, atterrir l'avion, mais pas vraiment atterrir, simuler un atterrissage, toucher à la piste, repartir. C'est ce qu'on appelle des touch and go. Puis ils vont faire ça là pendant des semaines de temps, des touch and go. Quand tu venais de faire ton premier solo, là, c'est la première chose que tu fais, tu fais des touch and go pendant 2 semaines. Mais c'est parce que qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à développer des automatismes. On simule dans la formation des pilotes des accidents. Tu montes avec l'instructeur, on dit, OK, l'instructeur dit, OK, panne de moteur. Là, qu'est-ce que tu fais? Là, tu as ton checklist les premières fois, mais après, tu le refais tellement souvent qu'à un moment donné, ça devient un automatisme. Tu le fais, puis tu le dis tout haut, on te le fait dire tout haut. Tu fais, vérifie, tourne telle affaire, fais le, OK. Ça, on développe des automatismes, on développe des heuristiques. Et de la même façon, en gestion, il y a certaines de ces heuristiques-là qu'on peut développer, ces automatismes-là qu'on peut développer, qui vont nécessairement affecter la gestion de risque, puisqu'on va réagir mécaniquement à des situations. Donc ça, c'est différents exemples de biais. Bon, un autre aussi, un dernier, c'est les limites de la vigilance. Si j'ai tout le temps le doigt sur le piton à attendre qu'il se passe quelque chose, ça se peut que quand il va vraiment se passer quelque chose, que je vais encore avec le doigt sur le piton à attendre. Parce que je suis tellement concentré à attendre un événement que quand l'événement y arrive, je réagis pas. C'est bon? Pas de questions là-dessus? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va mettre en place des mécanismes, on va se donner des outils, on va se donner des façons une fois qu'on sait que ces biais-là, ils existent, qu'on connaît, qu'on les comprend, ces biais-là, ben, on va se donner des outils, des mécanismes pour corriger l'effet que peuvent avoir ces biais-là. D'abord, essayer de les reconnaître quand ils sont là, et donc d'être capable de réagir, de limiter l'effet que ces biais-là peuvent avoir. Dans la prochaine partie, on va discuter un petit peu, réfléchir un petit peu sur le changement. Et qu'est-ce que c'est le changement? Parce que nous, en fait, notre problème en gestion de risque informationnel, un de nos problèmes, je devrais dire, pas notre seul, c'est la mise en œuvre du changement durable. Donc, si on veut, par exemple, comme mesure de mitigation du risque, si on décide de faire un traitement du risque, de modifier des processus. Ça peut être des choses simples, comme par exemple, il y a quelques années, quand on a commencé à installer des micro-ordinateurs en réseau dans les entreprises, d'habituer les gens à leur donner un compte d'utilisateur et un mot de passe, ça a été quelque chose de difficile quand on a fait ça. Donc, d'habituer, de convaincre les utilisateurs, de les amener à vouloir ça. Le changement, donc, dans un système suit des processus d'acculturation et d'assimilation. Un peu comme un choc de deux cultures. C'est-à-dire que c'est pas l'ancienne culture, c'est une nouvelle qui émerge. Un peu comme ça s'est produit au Québec. Au Québec, on était une société française jusqu'en 1760, disons 1763. Et il y a eu évidemment beaucoup d'anglophones qui se sont installés suite à ça. Et donc, la culture québécoise d'aujourd'hui n'est plus la culture française d'alors. Elle n'est pas non plus la culture britannique. Elle est une culture unique qui est issue de ces deux cultures-là. Donc ça, c'est un peu similaire à ça, le processus de changement. Donc vous introduisez une nouvelle façon de faire, vous introduisez des nouveaux repères culturels dans l'organisation et il va y avoir un choc qui va se produire et le résultat va être une nouvelle bête, une nouvelle culture, une nouvelle tribu, de nouvelles valeurs, de nouvelles mythes, etc. Donc évidemment, ça, c'est un processus qui se fait pas nécessairement de façon simple et naturelle. Le changement, c'est une source d'anxiété. Donc les gens, souvent, vont vivre difficilement le changement. Et on le voit beaucoup dans certaines organisations suite à l'introduction du changement. On voit dans des organisations où il y a beaucoup de changements culturels rapides et non contrôlés, on vit de beaucoup d'anxiété. Les individus vivent beaucoup d'anxiété. Et ça peut s'exprimer, entre autres, on peut le voir dans certaines organisations, par des augmentations importantes du nombre de burn-out. Le burn-out, c'est des gens qui peut-être vivent difficilement une situation, psychologiquement, qui vivent ça de façon difficile.
et dans des organisations où le changement est mal géré de façon continuelle. Et ça, on le voit, entre autres, dans la fonction publique. Dans la fonction publique, ça donne que j'ai des gens proches de moi qui sont fonctionnaires de longue date. Moi-même, je l'ai été dans une autre vie. On dit souvent à la blague que c'est une job facile, hein, que c'est relaxant, ils sont payés un gros salaire pour pas faire grand-chose. Et pourtant, on s'étonne. C'est ce qu'on dit, c'est pas la vérité, là, mais c'est ce qu'on peut dire. C'est ce qu'on entend des fois dans certains médias. Et pourtant, dans certains ministères, dans certaines agences gouvernementales, il y a des taux extrêmement élevés de burn-out. Et donc, c'est que dans ces environnements-là, souvent, on va introduire des changements sans nécessairement faire beaucoup attention à ces aspects-là. Et donc, ça va se vivre, et dans le passé, ça s'est beaucoup fait, et que les gens vont vivre énormément d'anxiété, de difficultés personnelles, psychologiques, qui vont s'exprimer par des dépressions, des burn-out, de l'abus d'alcool, de drogue et autres, dans ce genre de situation-là. Donc, c'est un peu comme ça qu'on peut voir. Donc, le changement, c'est une grande source d'anxiété dans les organisations. Fondamentalement, on peut dire que le changement, c'est un processus qui se fait en 5 phases. Et bon, d'autres auteurs ou d'autres sources de littérature, des fois, peuvent mettre ça en 3 phases. L'approche de Lewin, par exemple, une approche un peu plus vieille, un peu plus ancienne, mettait ça dans un processus en 3 phases. Des fois, on mentionne aussi un processus en 6 phases. Moi, j'aime bien ce modèle-ci, donc qui est un modèle en 5 phases. Et ce modèle de 5 phases du changement-là peut expliquer différents types de changements. Donc, moi, je vais vous donner des exemples dans un contexte organisationnel, mais vous pouvez prendre ça, par exemple, si vous avez déjà vécu un deuil, si vous avez eu un décès de quelqu'un de proche de vous, un enfant, un conjoint, votre mère, votre père, vous allez probablement reconnaître dans ces 5 phases-là un processus similaire qui est le processus du deuil, qui est un processus de changement. Et nous, on s'intéresse à ça beaucoup plus dans un contexte organisationnel, évidemment. La première phase, c'est le refus de comprendre, qu'on appelle aussi en anglais denial ou des fois en français le déni. Donc, le refus de comprendre, c'est un peu quand vous dites pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? Pourquoi est-ce que ce qu'ils font ça n'a pas de bon sens? Donc, on s'objecte à ce qui est annoncé, ça correspond pas à nos attentes, ça correspond pas à nos aspirations. Nous, on était bien dans le système, on avait fait notre place, on s'était habitué de travailler dans le système tel qu'il était, et on comprend pas pourquoi l'organisation veut vouloir faire les choses différemment. Un peu après ça, on va entrer dans la deuxième phase qui est la résistance au changement. Donc, dans la phase de résistance au changement, ben, on va dire non, moi là, non, je fais pas ça, je m'embarque pas là-dedans, je refuse ce que vous me présentez, je refuse ce que vous me proposez. Donc, on a dit dans la première phase, on dit qu'on comprend pas pourquoi vous faites ça, et après ça, on dit non, gars, moi, j'embarque pas dans ton affaire. Le refus. C'est souvent, évidemment, par les gens qui introduisent le changement, que ce soit l'organisation, que ce soit les gestionnaires, que ce soit vous en tant que professionnel. On a beaucoup de difficultés à comprendre pourquoi est-ce que les gens résistent. Parce que pour nous, c'est normal, on a fait le projet, on a monté le projet, on a préparé notre affaire, ça c'est la meilleure solution en fonction de nos contraintes organisationnelles. Fait que les gens qui s'opposent à ça, ben c'est des cons. Parce qu'ils comprennent pas. Hein? Peut-être même parce qu'ils sont pas très intelligents. Ils sont pas assez intelligents pour comprendre qu'est-ce que nous on veut faire. C'est le genre de choses qu'on peut voir. Peut-être qu'on va pas nécessairement l'exprimer comme ça, mais on peut le penser. Et la résistance au changement peut s'exprimer de plusieurs façons chez les gens qui ont à subir ce changement-là. Ça peut être l'inertie, c'est-à-dire on fait rien. Ça peut être plutôt l'argumentation. Donc, on va essayer de débattre. On va essayer de remettre en cause ce qui est proposé. On va essayer donc d'argumenter. Ça peut même être, dans certains cas, la révolte. On va se révolter.
et même aller jusqu'à saboter le projet. Les gens sont très imaginatifs dans la façon dont ils peuvent bloquer, résister au changement et manifester leur résistance au changement. Ça peut être des grèves, ça peut être toutes sortes de mesures que les gens vont faire pour essayer de trouver des façons de contourner le système pour le rendre absolument inefficace. La prochaine étape, ça va être la décompensation. Donc, une fois qu'on va passer la résistance, je peux peut-être juste me permettre de mentionner que il y a jusqu'à 80% des projets qui arrêtent à cette étape-ci, à l'étape de la résistance au changement. Donc, il y a énormément de projets, on a différentes études, on a différents chiffres, disons entre 60 à 81% sont les chiffres que moi j'ai vus de projets informatiques, technologiques qui finissent, qui arrêtent ici. Où tout simplement on décide de revenir en arrière, au statu quo, ou à l'ancienne façon de faire les choses. La prochaine phase, donc la phase 3, c'est la phase de décompensation. Donc, lorsque notre résistance contre un changement est en contradiction, nous décompensons, nous nous sentons là, définitivement incompris ou non reconnus. La phase 4, la résignation. Donc là, la résignation, vous arrêtez de vous battre. Nous faisons contre mauvaise fortune bon cœur, hein, et mais on accepte le changement, mais on s'ennuie quand même de l'ancienne façon. On aura encore le goût de revenir à comment c'était avant, mais on a décidé d'arrêter de se battre, d'arrêter de résister, et finalement on se résigne, on se dit coudonc, on n'a pas le choix, il va falloir qu'on y aille. Et finalement, la dernière phase, la phase 5, l'intégration. Donc là, on intègre complètement le changement, on l'accepte, ça fait partie de nous maintenant, et on est maintenant dans la nouvelle réalité. Et donc, ces phases-là, la durée de ces phases-là n'est pas nécessairement égale. Hein, on passe pas, des fois, dépendant de la situation, des fois, le processus des 5 phases peut être très long, des fois, ça peut être très court. Des fois, évidemment, on ne se rend pas jusqu'au bout. Et à tout moment, on peut revenir en arrière. Donc, si on n'est pas préparé, si on ne gère pas bien le changement, c'est toujours possible qu'on revienne en arrière, jusqu'au moment où on arrive à l'intégration, qui elle est soit conceptuelle ou comportementale, c'est-à-dire on l'intègre au niveau de nos schèmes de pensée, de notre vision du monde, ou carrément au niveau de notre façon de faire, de nos comportements. Donc, c'est les deux types principaux d'intégration. Donc, les pistes de solutions, quelles sont-elles? Moi, je vous en propose quelques pistes de solutions possibles, dont l'approche empirico-rationnelle. On essaie de rationaliser avec les gens, donc de leur faire comprendre pourquoi est-ce que ça, c'est le meilleur choix. Et idéalement, on va faire ça en les impliquant dès le début, dès les premières phases du projet, on va les impliquer là-dedans et on va les rationaliser pour qu'ils en viennent à eux-mêmes à dire que c'est ça, c'est la bonne solution, c'est la chose à faire. Alors quand ça vient des gens de l'intérieur, évidemment, là, c'est beaucoup plus facile de promouvoir le changement. Une autre approche, c'est l'approche éducation et sensibilisation. Une approche qu'on utilise souvent d'ailleurs en sécurité de l'information. Donc, on va offrir des formations aux gens. On va offrir des séminaires, des cours, des sites web. Une autre approche, c'est l'approche consensuelle. C'est-à-dire qu'on va asseoir tout le monde autour de la table et on va discuter. Donc, on n'arrive pas avec des solutions. On va leur expliquer, voici, nous, on a fait une analyse de risque, on a trouvé qu'il y avait tel problème. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Et on discute, on fait des réunions, pour éventuellement que quelqu'un dans le groupe propose qu'on mette en place quelque chose qui est ce que nous, on avait voulu mettre en place dès le début, mais que ça vienne d'eux, que ça vienne du groupe. Donc, l'établissement d'un consensus. Évidemment, un consensus, c'est pas toujours la solution idéale, c'est quelque chose sur lequel on est tous capables de se mettre d'accord, mais ça vient du groupe. C'est très démocratique. C'est sûr que c'est pas nécessairement ça une approche qui fonctionne bien dans toutes les cultures organisationnelles, on est d'accord? Puis ça prend une organisation où on a beaucoup de temps à mettre pour des réunions. Il y a d'autres approches aussi sur lesquelles on va passer plutôt rapidement. Donc, l'approche coercitive, ça, évidemment, ça fonctionne seulement dans certains types d'organisations, comme ça a fonctionné un certain temps dans certains pays.
Mais dans certains types d'organisations, par exemple une organisation de type militaire, ce genre de choses-là pourrait fonctionner. L'approche conflictuelle, gérée par le chaos. Moi, j'ai vécu ça dans une organisation que je nommerai pas, mais où c'était le bordel tout le temps, le bordel, puis on gérait par le bordel. Et on voulait que ça soit comme ça. Comme ça, on pouvait arriver à changer les choses. De toute façon, c'était tellement désorganisé que on nous arrivait avec quelque chose de différent. On se disait pourquoi pas. L'approche marginale, et ça, c'est toujours bien drôle quand on en parle, mais ça existe dans la réalité. C'est par exemple le cas d'un organisme que je nommerai pas, mais un organisme public, et ils ont voulu donc effectuer un changement organisationnel majeur. Et donc, ils ont fait, dans un cas, je vais vous donner 2 exemples, mais dans un cas, ils ont embauché des consultants pour venir donner des conférences sur l'ésotérisme. Une autre organisation, eux, ils ont engagé un consultant Feng Shui. Alors, le changement, c'est aussi beaucoup relié à la culture. Autant au niveau des individus qui vivent le changement que des groupes d'individus, des départements ou les directions ou ce qu'on pourrait appeler les tribus à l'intérieur de l'organisation, que l'organisation elle-même, mon village de tout à l'heure. Donc, une fois que tout cela a été dit, revenons un petit peu à notre gestion de risque, à ce qu'est la gestion de risque et au processus dont on a parlé dans le premier cours, donc qui était le processus IPM, si vous vous rappelez. Donc, on a dit que de façon théorique et à très haut niveau, la gestion de risque, c'est un processus IPM. Donc, 3 grandes phases principales: identification, priorisation, mobilisation. Donc, je vais essayer d'identifier mes événements, mes aléas, mes éléments à risque, mes aléas, mes vulnérabilités et les dommages potentiels. Je vais rechercher donc les endroits où il y a ce triangle du risque-là, donc où j'ai une menace, c'est-à-dire où j'ai un aléa auquel correspond une vulnérabilité pour laquelle il y a des dommages en fonction d'un élément à risque. Et dans ma phase I, une fois après ça, je vais essayer de prioriser mes risques dans ma phase P. Et une fois que je vais avoir priorisé, identifié ceux qui sont au-delà de mon seuil de tolérance, là, je vais mobiliser des ressources. Et finalement, on a dit qu'il y avait aussi un petit A à côté de ça, qui est mon audit, c'est-à-dire que je vais revenir ensuite pour m'assurer que ça a bien fonctionné ce que je voulais faire et ce qui va me permettre de me réajuster quand je vais revenir pour le prochain cycle. Donc, on va aller à un niveau de détail un petit peu plus grand. Donc, on va essayer d'aller voir, donc, à l'intérieur du processus IPM, on va essayer maintenant d'amener ça à 5 grandes étapes, 5 grandes choses qui vont se passer, donc, à l'intérieur de ça. Et ça, c'est mon processus de gestion de risque, amené avec un niveau de détail juste un petit peu plus grand pour cette semaine. Donc, dans ma phase d'identification, j'ai 2 choses qui vont se passer. Donc, premièrement, je vais chercher à identifier ou à concevoir les scénarios à envisager dans mon analyse de risque. Donc, je vais essayer de me créer des scénarios, soit de choses qui sont réelles, donc en les identifiant, ou de choses que je pense qui peuvent arriver parce que j'ai vu ou j'ai lu en quelque part que c'était arrivé ailleurs, ou que c'était arrivé dans une entreprise comme la mienne, dans une organisation comme la mienne, par exemple, mon compétiteur, ou si, par exemple, je suis dans une organisation qui a plusieurs bureaux régionaux, ben, c'est arrivé dans une autre région. Donc, je vais regarder autour de moi dans différentes sources d'informations, et plus mon approche va être scientifique, plus je vais essayer d'aller me chercher des données probantes. Donc, de me baser sur des choses réelles, des choses mesurables, des choses identifiables. Puis plus mon approche va être non scientifique, plus je vais me baser sur mon expérience ou mon intuition. Mais je vais essayer donc, plutôt que juste d'identifier, de me créer une liste de menaces, puis une liste avec une liste de vulnérabilités à côté, je vais vraiment chercher à me créer des scénarios. Donc, je vais m'imaginer des histoires.
Donc, j'ai un élément à risque, un système d'information. Mon système d'information, il est branché sur mon réseau. Mon réseau, il est dans mon organisation. Mon organisation est branchée à Internet. Il y a quelqu'un, je sais pas moi, disons un méchant espion chinois. Apparemment, il y en aurait 20 000 au Canada. Donc, un méchant espion chinois qui veut voler des secrets industriels de mon entreprise. Et lui, ben, il va utiliser le réseau. Donc, il va rentrer soit par Internet ou d'une certaine façon, va réussir à profiter d'une vulnérabilité de mon firewall pour s'introduire dans mon réseau à partir de l'Internet. Et une fois qu'il va être rentré dans mon réseau, va réussir à avoir un accès à mon serveur. Et une fois branché sur le serveur, il va il va fouiller dans les différents répertoires, puis ça va lui donner accès à des données, à des informations. Et il va donc télécharger ces informations-là, puis ensuite les transmettre au gouvernement chinois. Ça, c'est un scénario. Donc, j'ai une menace là-dedans. J'ai un aléa. J'ai un événement, une séquence d'événements qui rend ça possible. Le fait que mon ordinateur, il est en réseau, que c'est un serveur qui est branché en réseau, que mon réseau, il est branché mon réseau interne est branché à Internet, que j'ai un firewall, puis mon firewall, c'est de marque XYZ, puis j'ai pas nécessairement une grosse équipe de soutien informatique, on met pas les patchs, on n'est pas tout le temps en train de mettre les patchs, puis on n'a pas de système de détection d'intrusion. S'il y a quelqu'un qui fait des port scans sur notre serveur à partir de l'Internet, on n'a aucune façon vraiment de s'en rendre compte. Fait que, tu sais, il y a tout un ensemble de choses. C'est pas juste une chose, là. Dans un scénario, il y a tout un ensemble d'éléments qui doivent converger ensemble. Ce qui est différent dans ce qu'on parle ici par rapport à ce qui est souvent fait en gestion de risque, en sécurité de l'information en particulier, c'est qu'on ne regarde pas juste une menace prise individuellement. On regarde un scénario, un ensemble de choses qui se produisent, un ensemble de choses qui doivent converger pour que cette situation-là se produise. Donc, dans notre phase d'identification, on va chercher à définir un certain nombre de scénarios. Si c'est la première fois qu'on fait une analyse de risque avec une approche par scénario, peut-être que dans notre organisation, évidemment, on veut faire une analyse de risque dans un temps limité. Peut-être qu'on a 1 mois, 2 mois, 3 mois pour faire notre analyse de risque. 3 mois si vous êtes chanceux, peut-être plus quelques semaines. Donc, on va devoir se limiter dans le nombre de scénarios. Parce que là, il ne faut pas juste décrire en quelques lignes. Là, ici, ce soir, on va faire un exercice, on va le faire en quelques lignes, mais un scénario, ça doit être développé. Ça doit être validé. Donc, on doit faire des rencontres, on doit aller voir les ayants cause, les parties prenantes dans l'organisation pour qu'ils contribuent avec nous à l'élaboration du scénario. Parce que si les gens contribuent, quand on parlait de gestion du changement tout à l'heure, d'approche empirico-rationnelle ou consensuelle, ben, plus qu'on implique les gens dès le début, plus ça va être facile plus tard quand on va arriver avec des propositions de comment réduire ce risque-là. Donc, on va aller rencontrer des gens dans l'organisation. On va aller chercher l'information auprès d'eux. On va aller valider qu'est-ce que sont les scénarios les choses que eux pensent qu'on devrait tenir compte dans notre analyse de risque. Peut-être que dans une première analyse de risque avec une approche par scénario, on va en développer initialement 20 ou 30 pour en retenir en bout de ligne peut-être une dizaine maximum. Je pense pas que c'est réaliste pour moi, en tout cas dans mon expérience, d'aller avec plus qu'une dizaine de scénarios dans des premières tentatives comme ça. Et puis finalement, ben, comme vous savez, le processus IPM, c'est un processus itératif, et un processus d'amélioration continue qui est autour de ça. Donc, on va en refaire à tous les ans, mais peut-être la première année, on va faire 10 scénarios. La deuxième année, on va peut-être essayer d'en faire 20. Puis après ça, ben, on va garder nos 20, on va peut-être juste les mettre à jour, puis on va en refaire un autre 10 autres ou un autre 20 autres. Éventuellement, donc, on va construire au fil des années, on va construire on va améliorer le niveau de maturité de l'organisation. On va être capable de se construire, d'analyser en parallèle un grand nombre de scénarios. Mais initialement, ce nombre-là doit être relativement limité pour que ça puisse fonctionner. Ensuite, dans la phase d'identification, une fois qu'on a reconstruit nos scénarios, on va essayer de prévoir les conséquences de ces scénarios-là, les dommages possibles qui pourraient résulter de ces scénarios-là,
et les réductions d'utilité attendues possibles de chaque scénario envisagé. Donc, on va développer avec les gens dans l'organisation par exemple, nos 20 scénarios. Et après ça, on va retourner encore, on va faire un petit peu de recherche pour essayer on va bien documenter tout ça. On va essayer de faire un petit peu de recherche aussi pour bien comprendre les implications et tout ça. Et ensuite, on va retourner voir les gens pour discuter donc des dommages potentiels, les conséquences, les dommages, les réductions d'utilité attendues au niveau de l'organisation. Puis là, quand on aura fait ça, une fois qu'on aura fait ça, et plus on va être dans une approche scientifique, plus on va avoir validé notre information sur la base de données probantes, donc plus on va être en mesure d'objectiver, donc d'évaluer de façon objective la possibilité que ce scénario-là se produise et quels seraient les dommages causés donc par la réalisation de ce scénario-là. Donc là, on est toujours dans la phase d'identification. Donc, c'est ces deux étapes-là qu'on retrouve. Une fois qu'on aura fait tout ça, donc on va se retrouver avec des scénarios. Ces scénarios-là, on va être capable de leur mettre une valeur, c'est-à-dire une valeur négative, une réduction d'utilité attendue associée à chacun des scénarios. Et on pourra ensuite passer à la prochaine phase, donc qui est la phase de priorisation. Donc, dans la phase de priorisation, je vais premièrement, on est à la troisième étape là, dans nos 5 étapes de façon plus large, mais la première de la phase de priorisation. On va donc chercher à identifier les variables susceptibles d'influencer l'utilité attendue et les ajuster en fonction des contextes. Donc, on va essayer d'identifier qu'est-ce qui pourrait venir affecter, qu'est-ce qui pourrait avoir un impact sur les dommages qui vont résulter donc de mon scénario. On devrait avoir dans la phase d'identification identifié les dommages potentiels. Mais dans la phase de priorisation, on va essayer de voir c'est quoi les variables, c'est quoi les choses qui pourraient venir influencer ces dommages-là. Évidemment, parce qu'à un moment donné, on va vouloir se demander comment est-ce qu'on pourrait les réduire. Qu'est-ce qui pourrait arriver qui pourrait faire qu'ils augmentent? Et qu'est-ce que nous, on pourrait faire, soit en implantant des mesures ou modifiant des choses pour essayer de les réduire. Évidemment, nous, ultimement, on veut surtout pouvoir les influencer à la baisse. Une fois donc qu'on aura identifié quelles sont les variables qui sont susceptibles de venir les influencer, on va essayer d'évaluer les probabilités à assigner au contexte retenu. Quelle est la probabilité que ce scénario-là, que cette variable-là qu'on a identifiée qui pourrait venir influencer, qu'est-ce qui est la probabilité que ça pourrait arriver? Est-ce que c'est très probable que ça puisse se passer? Est-ce que c'est peu probable? Donc, évidemment, si quelque chose est très probable, on va s'y intéresser beaucoup plus. On va vouloir probablement l'influencer beaucoup plus. Une fois que tout ça, ça sera fait, donc on aura créé nos processus, créé nos scénarios, documenter nos scénarios, déterminer les dommages, les impacts potentiels, identifier qu'est-ce qui pourrait venir avoir une influence, soit réduire ou augmenter cette réduction d'utilité attendue-là, et évaluer quelle est la probabilité donc que ces différentes choses-là puissent se produire. Et là, on va être en mesure, on va avoir tous les éléments pour appliquer une stratégie décisionnaire. C'est-à-dire pour décider qu'est-ce qu'on fait. Quels sont les éléments sur lesquels on va vouloir influencer, qu'on va vouloir influencer pour arriver à notre proposition, donc, de notre portfolio de projets, des choses qu'on va vouloir faire en bout de ligne. Il y a plusieurs stratégies décisionnelles possibles. Ici, je vous en mentionne quelques-unes et je vais plutôt vous demander d'aller lire dans les documents du cours le détail de tout ça. Et puis, on pourra peut-être en rediscuter plus en détail des stratégies décisionnelles la semaine prochaine. Donc, le résultat de mes stratégies décisionnelles, c'est de m'amener à la prochaine phase. Donc, je vais avoir choisi ma stratégie, là, je vais l'appliquer. C'est-à-dire, je vais mobiliser des ressources. Quand on dit mobiliser des ressources, on pense à des ressources humaines ou financières. Je vais donner à des individus dans mon organisation la job de s'occuper de quelque chose.
et je vais allouer des budgets, par exemple pour l'achat d'équipements ou de services conseils, de services professionnels ou de logiciels ou d'abonnements à des services pour venir généralement soit mitiger le risque ou pour transférer le risque, par exemple en allant en impartition. Ça pourrait être d'autres actions aussi, mais je les ai mis en rouge parce qu'en fait, ici, c'est faire quelque chose qui est en fait ne rien faire d'une certaine façon. Donc, ça pourrait être d'accepter le risque, d'éviter le risque ou d'ignorer le risque. Ça se passe dans ma phase de mobilisation, mais en fait, c'est la mobilisation par la non-mobilisation d'une certaine façon. Donc, c'est pour ça que je les ai mis en rouge, là. Parce qu'évidemment, nous, comme professionnels de la sécurité de l'information, ce qui nous intéresse le plus, en fait, c'est de mitiger le risque et de transférer le risque. C'est ceux sur lesquels on peut faire des projets. Donc, dans ma phase de mobilisation, le résultat, généralement, donc, c'est le projet qui, évidemment, va être mis en place, mis en œuvre, et cette mise en œuvre-là va devoir faire appel à mes processus de gestion du changement si je veux que ça réussisse. On est allé avec un niveau de détail un petit peu plus grand, donc, que la semaine dernière, pour essayer de comprendre ce qui est la gestion de risque. Évidemment, on peut aller encore avec un niveau de détail encore plus grand, ce qu'on fera dans les prochaines semaines. On va essayer d'aller encore une autre étape, un autre niveau de détail plus grand dans les prochains chapitres.